Le thème est assez complexe. On va parler de complexité justement. Qu'est-ce que la complexité pour vous? Il n'y a pas de définition unanime. En général, elle est définie comme propriété d'un système complexe. Et qu'est-ce qu'un système complexe? Ça peut être un être humain, une entreprise, notre société, une galaxie. Pourquoi nous disons que le système est complexe? Il y a plusieurs aspects. Son comportement est difficile à modéliser. Sa dynamique est non linéaire, hein. Il est impossible de connaître exactement son état actuel et encore moins pronostiquer son état à l'avenir. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les propriétés émergentes, c'est-à-dire que tout n'est pas égal à la somme des parties. C'est-à-dire, si on découpe par exemple une personne en morceaux, ça ne sera pas la même chose que la même personne avant le découpage. La complexité gravite entre deux pôles, entre les phénomènes simples linéaires et les phénomènes chaotiques aléatoires. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je vais très brièvement évoquer quelques problèmes que la complexité pose. Après, on verra quelques solutions à ces problèmes et on terminera par une petite conclusion. Les problèmes posés par la complexité. Pourquoi parlons-nous souvent du monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu? Dans le monde, ce qu'on appelle ancien à risque, on pouvait prévoir les probabilités des événements. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'on appelle le monde incertain, le planning à long terme devient impossible et les erreurs sont massives. Euh, C'est pour cela que la première difficulté que complexité nous pose, ce sont des événements non prévus que Nassim Taleb a appelés les Black Swans. Pourquoi ils sont difficiles à prévoir? Parce qu'ils ne se sont jamais produits auparavant. C'était en septembre, Covid, la guerre en Ukraine, etc. D'ailleurs, ça peut être aussi des événements positifs. Ça peut être des découvertes, des innovations. Vous pouvez vendre des millions d'exemplaires de votre livre, mais aussi bien des guerres, des crashs, catastrophes, crises sanitaires, économiques, politiques, financières, etc. Donc, les événements imprévus, les Black Swan, augmentent avec la complexité croissante et leur impact sur l'entreprise est de plus en plus fort. Ça devient planétaire avec la globalisation. Et cela augmente considérablement la fragilité d'une entreprise. C'est donc une notion introduite par Nassim Taleb. Qu'est-ce que c'est la fragilité? Il présume que un business peut avoir plus à perdre qu'à gagner en se développant. Comme exemple, on peut donner un projet hautement technologique au coût non maîtrisé. Donc, la fragilité, c'est quand les gains sont toujours limités et les pertes peuvent être abyssales. Et bien sûr, l'entreprise sera vulnérable aux événements non prévus, les fameux signes noirs. Autre problème posé par la complexité, c'est la rigidité. D'habitude, plus l'entreprise est grande, plus elle est rigide. L'entreprise perd en communication entre les bases et la direction. Et en plus, comme les marchés à forte croissance sont aujourd'hui très petits, ce sont vraiment des niches.
Ils intéressent rarement des grandes entreprises qui préfèrent se baser sur des produits qui réussissent aujourd'hui. Donc, ils se ferment les portes vers l'avenir. Mais c'est la raison d'être des startups. Comme vous voyez sur cet exemple, 7 milliards de dollars. C'est le coût de rigidité pour Sony. Sony a perdu 7 milliards de dollars avant de restructurer son département de télévision. Donc, la prochaine difficulté, c'est la complexité en termes de flux d'informations. Encore une fois, il y a deux types de difficultés. D'un côté, les données, aussi bien quantitatives que qualitatives, sont souvent inconnues ou non observables. Et en plus, les erreurs d'analyse sont nombreuses et peuvent s'avérer catastrophiques. De l'autre côté, comme on l'a déjà évoqué, plus l'entreprise est grande, plus le partage d'informations est difficile. L'information est déformée, retardée, et les dirigeants perdent le contact avec la réalité de l'entreprise. Tout ceci pose des défis de management de plusieurs ordres, en fait, de tous les ordres. Ce sont des défis d'ordre stratégique car la planification est impossible. Opérationnel, car surtout dans les grandes entreprises, il faut comprendre et piloter l'intelligence artificielle et les flux de données. Des biais cognitifs et émotionnels influencent nos décisions beaucoup plus que notre raisonnement rationnel. Parlant des biais cognitifs, on peut évoquer le biais de substitution, où on a la tendance de remplacer une question complexe par une question plus simple. Et aussi le biais de disponibilité, où on a tendance d'utiliser les savoirs anciens pour prendre des décisions aujourd'hui. Sachant que tous nos process dans l'entreprise sont hérités du monde de planification. C'est notre budget, allocation de ressources, plans commerciaux, business plan, développement de produits, etc. Et les défis émotionnels sont c'est également deux extrémités. Soit on peut être submergé par les émotions et prendre des mauvaises décisions, soit pour échapper à ce trop-plein d'émotions, le décideur peut avoir tendance de les nier complètement pour ne se fier qu'au raisonnement, mais les neurosciences ont démontré que sans ressentir les émotions, nous ne pouvons pas avoir des réactions appropriées aux situations. Donc, ni l'un ni l'autre, c'est pas bon. Sans émotion, nous allons naviguer parmi plein de possibilités et on ne sait pas choisir. Et submergé par nos émotions, nous allons faire des choix catastrophiques. Bienvenue dans la complexité. Donc, on va parler des ébauches de solutions. Je vais pas évoquer des ébauches Lean et Agile parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont écrites là-dessus. On va passer directement à la solution de Nassim Taleb qui est l'antifragilité. Donc ici, la courbe est inversée. L'antifragilité, c'est la caractéristique des systèmes qui, justement, peuvent survivre aux signes noirs. C'est la capacité des entreprises, non pas seulement récupérer après, ce qui sera la résilience, mais vraiment se renforcer avec des événements stressants imprévus. Comment l'entreprise fait pour gagner en antifragilité? Déjà, ici, là où il y a les pertes, on va développer une stratégie pas ou peu risquée pour limiter la casse
en cas d'évolution défavorable du marché, des événements. Et donc, on va adopter la stratégie des pertes limitées. Et quand le marché devient plus favorable, quand la situation devient propice, la stratégie va être plus offensive, plus risquée, ce qui va permettre de maximiser les gains. Un exemple d'une entreprise antifragile, ça peut être une start-up avec un minimum de coûts, peu d'employés, peu d'investissements et une idée qu'elle développe s'avère d'être une idée en or. J'ai mis ici comme ah oui, et une autre chose encore, donc il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les petites erreurs, c'est exactement comme notre système immunitaire va se renforcer avec les maladies. L'entreprise va se renforcer avec l'exposition fréquente aux petits stress. Et bien sûr, comme je disais avec l'exemple, on va augmenter l'antifragilité avec des mesures de prévention. FM Global, c'est une compagnie d'assurance américaine qui est spécialisée dans les risques industriels. Et elle, contrairement à bien d'autres compagnies d'assurance, il s'occupe de ses clients dès le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire avant même de signer le contrat. FM Global va envoyer les ingénieurs sur les sites du client potentiel qui va faire un audit et va faire des recommandations sur les mesures de prévention à prendre. Et seulement quand toutes ces mesures sont prises, que l'entreprise va pouvoir signer avec cette compagnie d'assurance. Et après, les sites sont périodiquement visités, vérifiés, donc on a toujours dans la prévention. Si un sinistre est prévisible, comme par exemple il y avait des ouragans aux États-Unis, FM Global envoie ses équipes déjà pour préparer le site de client et après que l'ouragan est passé, ils vont encore envoyer des équipes pour accélérer le redémarrage pour permettre à récupérer le plus rapidement possible. Donc, pour les grandes entreprises, une solution souvent utilisée, c'est l'analyse de données. Donc, les entreprises qui peuvent se doter des systèmes d'apprentissage automatique vont pouvoir analyser en même temps les données internes et externes. En fait, tout va être regroupé, production, emballage, qualité, stockage, expédition, et aussi bien des données externes comme météo, transport, trafic, pour vraiment fluidifier, améliorer le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble. Et autre chose qui est intéressante pour les grandes entreprises, ce sont des plateformes de concours qui regroupent la communauté mondiale des analystes de data et où souvent des situations complexes peuvent être résolues par une équipe qui est à l'autre bout du monde. Et pour les entreprises qui n'ont pas de moyens d'une multinationale, donc ne peuvent pas se payer une analyse de données aussi poussée, Saraswati propose la démarche d'effectuation. Qu'est-ce que c'est? L'effectuation se base sur 5 principes. Premièrement, on va partir de moyens plutôt que les assembler quand le but est déjà déterminé. On va se poser des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai? Qui je connais? Que
puis-je faire avec mes moyens? Deuxièmement, on va limiter les risques en réfléchissant en termes de pertes acceptables. Encore une fois, on revient à l'antifragilité de Nassim Taleb, plutôt que réfléchir en termes de retour sur investissement. On va, encore une fois, il y a un peu d'avance avec Taleb, on va profiter des surprises. On oublie le mot problème, on parle d'opportunité. On regarde à chaque situation pour voir qu'est-ce que on peut faire avec. On démarre avec une idée et après on peut partir sur une autre. On ne se raccroche pas à une idée préconçue de notre réussite et on crée au fur et à la mesure. Après, on va créer les partenariats temporaires, hein. On va pas considérer nos concurrents comme des ennemis à abattre, comme des rivaux, mais plutôt comme des partenariats éventuels avec qui on peut faire quelque chose dans une situation donnée. Et on va contrôler tout ce qui est contrôlable et on va prévoir seulement à court terme. Et on essaie progressivement d'éliminer les options, comme ça on réduit des incertitudes. Et aussi, on va créer ce qu'on appelle le potentiel de la situation. C'est une stratégie à long terme qui présume qu'on est à l'écoute de l'extérieur comme de l'intérieur. On considère le contexte, on regarde l'ensemble des paramètres et on va créer une stratégie et adapter en permanence nos actions à l'environnement pour voir qu'est-ce qui sera le plus favorable pour le développement, pour le renforcement d'une entreprise. Et justement, pour développer son potentiel de situation, j'ai développé un outil qui s'appelle ASAP, qui est outil d'analyse stratégique. Il est développé à partir de plusieurs approches, Matt Watkinson, Business Model Canva, Lean Startup, plusieurs ouvrages sur la stratégie. J'ai ajouté plein de petites matrices de outils, exercices et j'ai mis tout cela en mode de questionnement pour faciliter justement la construction de potentiel et l'analyse de situation pour une entreprise. Donc, nous partons du principe que pour réussir, toute entreprise a trois objectifs. Elle doit être attractive, elle doit être rentable et elle doit être pérenne. Elle doit durer dans le temps. Et nous étudions l'entreprise avec son environnement, c'est-à-dire face à ses clients et à son marché. Il en ressort 9 facteurs qui vont déterminer le succès de toute entreprise et c'est valable pour toutes sortes d'entreprises et pour entreprises individuelles et pour des grandes entreprises. On peut analyser une société de CAC 40 avec cet outil. C'est un peu le bilan de santé pour une entreprise. Donc, on va décortiquer chaque case et on va aller de plus en plus profondément pour analyser la situation de l'entreprise et pour voir où il faut agir, où il faut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut arrêter. On va commencer avec des questions disons, pour établir vraiment une vision globale de vous, de votre mission, de la raison d'être de votre entreprise, que voulez-vous atteindre, quelle est votre vision à long terme, quel résultat vous visez, etc. Et après, on va parler beaucoup plus précisément. Par exemple, on va commencer
là avec les clients, qui sont vos clients, quelle typologie de clients votre entreprise s'adresse, quels sont leurs objectifs. Pourquoi nous parlons beaucoup des objectifs des clients? C'est une première cause, en fait, cet outil couvre 17 sur 20 premières causes de faillite pour une entreprise. Et la première cause de faillite, c'est qu'un produit ne répond pas aux besoins du marché. Donc, en plus, avec cet outil, on va aussi vérifier chaque prise de décision, quel impact les décisions vont avoir sur les autres cases, comment on peut optimiser le changement. Et nous passons vers les choses plus sérieuses encore. Pour vraiment voir comment on peut comprendre et gérer la complexité, on va partir sur un tout autre niveau. On va changer l'angle de vision et on va parler de spirale dynamique. À quoi spirale dynamique peut nous aider? Il est plus facile de surmonter un problème avec une compréhension plus profonde, plus holistique. Et il est plus facile d'adapter sa communication avec un outil global de compréhension tel que la spirale dynamique. À la base, c'est une modélisation de l'évolution de la conscience humaine, mais qui s'applique à tout. Il va s'appliquer à une personne, à l'être humain, à une entreprise, à notre société. Et vous voyez, là, aujourd'hui, on est là. Ça ne m'étonne pas qu'on est peu nombreux parce qu'on est sur le niveau jaune. Oui, vous voyez ici, il y a la complexité. Donc, selon cette théorie, l'évolution des individus, des organisations, de notre société passe par le même chemin et peut être décomposée en plusieurs niveaux d'existence. Les niveaux d'existence alternent ceux qui sont centrés sur l'individu et ceux qui sont centrés sur le collectif. On commence il y a environ 100 000 ans avec le niveau beige, c'est l'homme préhistorique, l'homme instinctif qui est dans le survie, c'est vraiment mode animal. C'est les réflexes, le survie, c'est notre cerveau reptilien qui est en œuvre. Je vois, je veux, je prends, je réfléchis pas aux conséquences. Pour une personne, c'est vraiment au niveau de naissance que l'enfant se trouve, le bébé se trouve à ce niveau. Puis on passe au niveau violet. Violet, il y a environ 50 000 ans, ça commence avec la sédentarité où on passe au monde magique, fusionnel, tribal. C'est l'appartenance au clan. L'individu fait le don de soi à sa communauté pour apaiser les esprits, pour préserver sa tribu. Pour le bébé, c'est à partir d'un mois environ quand il commence à apercevoir qu'est-ce qui l'entoure. Pour une entreprise, l'appartenance à ce niveau violet, pour la plupart des cas, ce sont des entreprises familiales. Très souvent en province, souvent c'est une seule entreprise dans la ville
ou si c'est pas le moitié, c'est une tiers de la ville qui y travaille. Souvent, c'est le fondateur qui est aux commandes, qui dirige de manière assez paternaliste. Et la majorité de personnel est présente depuis de nombreuses années. Les employés se connaissent tous, ils connaissent le fondateur, c'est vraiment le climat de clan. Et puis, en parlant de notre évolution, on passe au niveau rouge, où l'homme réalise que il existe en tant qu'individu, que ses besoins sont différents de ceux de membres de sa communauté. Et là, on est dans égocentrique, impulsif. C'est le jeu, c'est la puissance, c'est la domination, c'est l'honneur, c'est le monde et la jungle, c'est l'égocentrisme absolu. Moi d'abord et tout de suite en plus. Aujourd'hui, il y a encore une bonne vingtaine de populations qui vivent sur ce niveau. Pour l'enfant, c'est vers l'âge de 2 ans. C'est la première révolte, hein. Pour les entreprises, ça peut être encore une fois sur deux niveaux, au niveau de l'individu et au niveau de la structure. Parfois aujourd'hui, les entreprises sont horrifiées quand ils voient des jeunes. Souvent, c'est des jeunes pas qualifiés ou peu qualifiés et qui ont vraiment des fortes remises en cause de l'autorité, de l'encadrement, qui ont un absentéisme très fort, ils peuvent être en retard, il y a des incivilités, parfois même des violences. L'entreprise, d'habitude, elle ne sait pas gérer ce genre de comportement. Le rouge vit dans l'immédiat. Il est rarement capable de se projeter à long terme. Ce sont aussi des émeutes urbaines, comme on vient de les vivre. On n'a pas vraiment de revendications. On détruit tout, on brûle les voitures, soit pour piquer quelque chose, soit juste parce qu'on a envie. Le rouge aura des difficultés à apprendre par des instructions écrites. Il faut lui expliquer. Comme il se projette pas dans l'avenir, la réaction à son attitude doit être immédiate. Il faut tout de suite récompenser le comportement qu'on juge positif. Il faut être très ferme quand on le juge négatif. Par contre, au niveau de feedback, il y a aussi quelques manières à le faire parce que le rouge peut devenir très vite agressif face à un feedback négatif. Il faut bien montrer qu'on est fort, hein, qu'on le respecte et ce qu'on lui propose, ça va dans le sens de son intérêt personnel. Cette dominante rouge, au niveau de structure, on rencontre souvent là où personnel est en majorité masculin. Ça peut être un club de foot, ça peut être aussi le service de production. Et si il y a une femme qui dirige cette unité de production, il peut essuyer des expressions machistes. Son autorité sera contestée. Ses ordres peuvent être plus ou moins appliqués. Là, pareil, il faut pas hésiter à montrer sa force, son autorité, mais bien sûr dans le respect envers les salariés. Puis il y a le bleu qui apparaît. Si on revient vers l'histoire de l'humanité, bleu c'est hiérarchique, normatif, c'est l'ordre, moralité, statut social. Ce sont des religions, c'est l'État. C'est dans le plus récent, ce sont aussi des partis politiques.
Là, on rebascule à nouveau vers le collectif, c'est l'obéissance, c'est le sacrifice de soi pour maintenir de l'ordre et pour servir ce qu'on appelle la vérité ultime. Pour un bleu, le monde est contrôlé par une vérité ultime qui punit, qui récompense, et c'est l'obéissance à cette vérité ultime qui donne le sens à la vie ou à la mort d'ailleurs. Et cette vérité ultime, c'est la source de fierté. On accepte vraiment sa place, sinon on se sent coupable et on ne remet pas en cause les règles. Et d'ailleurs, on incite les autres à faire de même. Pour un enfant, c'est vers l'âge de parfois 3 ans, parfois ça peut être 5 à 6 ans, quand l'enfant commence à intégrer les règles et définir des limites. Aujourd'hui, il y a encore environ 30% de la population mondiale qui est sur ce niveau-là. Au niveau de l'entreprise, c'est souvent l'administration. Ça peut être aussi, par exemple, moi, je l'ai rencontré de façon très forte dans l'éducation nationale. C'est une entreprise qui est assez autoritaire, hein, qui, où on va pas vraiment avoir de choix. Il n'y a pas de négociation, ni sur le poste, ni sur le salaire, ni sur les attributions, stages, etc. Par contre, il y a des avantages sociaux qui sont liés au travail. C'est logement, soins, crèches, activités culturelles, etc. Et des personnes centrées sur le bleu, en fait, elle va accomplir sa mission contre vent et marée quand ils sont qu'il est dans les bonnes pratiques de la vérité ultime. Par contre, ça sert à rien disons, d'aller contre sa vérité ultime parce qu'il va se braquer très rapidement. Il y a aussi dans l'entreprise, il y a certaines formes de paternalisme. Les employés sont contrôlés et encadrés, mais soutenus de l'autre côté, soutenus même dans leur vie privée. Puis on passe de nouveau, on rebascule vers le niveau centré sur l'individu, on passe à l'orange. Orange, en fait, France Télécom a pris son nom actuel après un coaching avec la spirale dynamique. Avec l'orange, l'être humain est là, c'est un petit peu de servir la vérité ultime. Il revient vers soi-même. Et il trouve que peut-être c'est dans l'accumulation des biens matériels qu'il trouvera son bonheur. C'est le rationnel, c'est l'individualisme, c'est la planification, c'est la structure, c'est agir dans son propre intérêt pour gagner. On considère que le monde est plein de ressources et d'occasions de se créer une vie plus prospère. C'est la technologie, c'est le progrès, c'est la compétition comme source d'abondance matérielle. Par contre, on considère les autres plutôt comme des concurrents. Et il est important d'être autonome, d'être indépendant. Aujourd'hui, c'est environ 30% de population mondiale.
Contrairement au niveau précédent, en Orange, on va en communication, quand on communique avec personne centrée sur l'Orange, on va s'adresser directement à cette personne pour la convaincre. Et il faut savoir qu'il est intéressé par nouveautés, par la réussite, par les validations scientifiques, par le progrès, par les avantages compétitifs. Le critère principal, c'est la rentabilité. C'est là qu'on va former des réseaux de pouvoir et d'influence. C'est tout ce qui est Lions Club, c'est le BNI, etc. On mutualise des ressources de chacun pour que chacun y gagne quelque chose. C'est vraiment gagnant-gagnant, le concept clé. C'est d'ailleurs aussi bien dans les vies de couple que dans les vies professionnelles. On va négocier tout, euh, on va plus accepter les règles et les contraintes comme sur les niveaux bleus. On va négocier tout. Et par contre, le côté plus négatif, en fait, en entreprise, on parle vraiment des ressources humaines. On considère les gens non pas comme des humains, mais comme des ressources qu'il faut gérer au mieux. Dans une entreprise dominée par Orange, c'est vraiment les résultats financiers qui comptent, même s'il y a un impact sur salariés qui est assez lourd. On va encourager la compétition interne. C'est l'hierarchie pyramidale. C'est vraiment la décision qui se prend par la direction et qui est descendue vers le bas. C'est typiquement les questions comme qu'est-ce que mon action va me rapporter en termes d'argent et aussi en termes de confort? Quels sont mes objectifs concrètement? Quelles sont des opportunités que je peux saisir? Comment je peux m'améliorer pour progresser? D'ailleurs, ça, c'est d'habitude très marrant quand il y a une personne centrée sur la hanche qui apprend l'existence de la spirale dynamique. Les plus souvent, son idée est comment je peux progresser rapidement au niveau suivant. Il est toujours dans cette espèce de compétition. Mais après, donc, cette certaine dureté de relations humaines et l'utilisation des ressources de la Terre qui est souvent dans l'extrême violence également, qui va nous faire basculer vers le vert. Vert, c'est l'empathique, pluraliste, c'est ouverture, harmonie, c'est rechercher la paix intérieure et on revient vers la communauté. On revient vers les relations harmonieuses, vers l'acceptation de différents points de vue, vers le partage des émotions. C'est vraiment, si avec le bleu, c'était sacrifier le soi pour plus tard avoir le récompense, vert, il peut se sacrifier, mais pour avoir ici et maintenant l'harmonie pour soi et pour les autres également. On considère que la terre, c'est notre maison commune et les ressources nous appartiennent à tous. C'est l'émergence d'un nouveau système de valeurs, aussi bien en entreprise que les valeurs personnelles. On comprend que les gens ont besoin souvent d'être épaulés, d'être valorisés. Les décisions, on les prend par le consensus. On discute, on évoque les émotions, on essaie de faire adhérer tout le monde à l'idée qui est en train d'être promue.
Ce qui est bien, il y a déjà les entreprises qui existent à ce niveau-là. Ils sont pas très nombreuses pour l'instant. C'est en France, ce qui me vient à l'esprit, c'est Favi, c'est dans les pièces détachées d'automobile qui se positionne comme entreprise libérée. C'est Ambiance Bois qui est dans le sud, je crois, qui est une SAPO. Juridiquement, c'est Société anonyme des participations ouvrières, quelque chose comme ça. C'est Semco en Brésil qui font maintenant Semcostal. Il y a plein d'entreprises de ce genre aux États-Unis, donc ça commence vraiment à être promu de plus en plus. C'est une entreprise où il fait bon de vivre. Par contre, les côtés négatifs, c'est que quand on cherche le consensus, on peut discuter pendant des heures. Et plus il y a les gens qui adhèrent à cette idée, plus on va discuter longtemps. C'est pour ça aussi, très souvent, les entreprises vertes sont divisées en un certain nombre d'unités. On ne discute pas au niveau de toute l'entreprise. On discute au niveau des unités avec un nombre limité de personnes. Il y a même une ville en Espagne qui vit selon ces règles. Je m'en souviens plus déjà de nom, ça me revient pas. Donc, on essaie vraiment, c'est aussi notre génération X, qui sont d'ailleurs pas du tout dans l'orange, ils sont un peu motivés par le challenge. C'est pour ça aussi, l'entreprise, souvent, c'est pas trop comment les gérer. Ils n'ont pas de plan de carrière précis. Ils souhaitent vivre en accord avec leurs valeurs. Ils souhaitent pas vraiment grimper les échelons, mais être dans l'honnêteté, responsabilité sociale, dans le plaisir, dans le développement de talent, dans la chaleur, convivialité, franchise, confiance, etc. Euh, donc, comme j'ai dit, seule limitation, c'est le temps qu'on peut mettre pour exprimer nos émotions et pour atteindre le consensus. Et c'est ça qui nous fait après basculer dans le jaune. Et c'est là, encore une fois, c'est notre monde d'aujourd'hui. C'est le monde où la complexité augmente. Par contre, c'est le premier niveau du deuxième cycle. Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième cycle? On sort des peurs systémiques. Si au premier niveau, c'est le peur de ne pas trouver la nourriture. Dans le violet, c'est une peur de ne pas avoir de refuge. Dans le troisième, c'est d'être victime dans le rouge, être victime des autres. Dans le bleu, c'est d'être puni par les vérités ultimes. Dans l'orange, c'est ne pas avoir de statut obtenu par soi-même. Dans le vert, on est peur d'être rejeté socialement. Là, quand on est au niveau de jaune, on est, on peut avoir des peurs qui sont liées aux circonstances, mais on n'a plus de cette peur structurelle à laquelle personne va réagir de façon compulsive. C'est pour cela que les personnes qui sont dans le jaune, ils vont être beaucoup plus flexibles. Le jaune, c'est adaptatif, c'est intégrateur, il y a beaucoup d'indépendance. C'est côté systémique, c'est vivre pleinement et être responsable de ce que je suis et de mon évolution personnelle. C'est estimé à environ à 5% de population actuellement. C'est à ce niveau-là que l'être humain devient vraiment libre, indépendant, responsable de soi, de sa vie. C'est exprimer le soi, mais pas aux dépens des autres. C'est être sensible aux problèmes globaux. C'est vraiment comprendre comment, en fait, le jaune, il peut monter et descendre sur toute la spirale. D'ailleurs, comme vous voyez ici sur la petite spirale,
chaque niveau transcende et inclut tous les autres niveaux. Mais le jaune, c'est le premier niveau où on voit, en fait, on est dans une réflexion systémique et on va pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur les autres niveaux et on va pouvoir s'adapter parfaitement à notre interlocuteur. C'est pour ça le jaune est souvent pratiquement c'est l'homme invisible. Il va parler avec personne de chaque niveau, il va s'adapter à son niveau de communication. Il n'est pas de volonté de se mettre en avant. Il n'est pas dans l'image, contrairement à Orange. Il va agir pour être dans la fonctionnalité maximale, mais limiter son impact pour avoir l'impact minimal. Et c'est vraiment, il est autonome, il est responsable, il est peu exigeant. C'est le niveau où euh, finalement, on n'a pas trop de besoin. On a vraiment dans le plaisir, dans l'expression de soi. Sur le pyramide de Maslow, on est sur l'aboutissement, on est sur le développement de soi. Et puis, il y a le niveau turquoise pour justement, on est bien, pour dépasser notre niveau de complexité. On va être sur le niveau de vision holistique du monde. Là, la personne qui est sur ce niveau, professeur Claire Graves, qui a développé pendant, il a mis quelque chose qu'on va 25 ans pour développer la spirale dynamique. Et lui, il disait qu'il a rencontré, pendant sa vie, il a rencontré, je sais pas, 7, 8 personnes qui étaient au niveau turquoise. Donc, c'est pas encore acquis pour nos entreprises et pour notre société. Mais c'est un peu, c'est les visions vers quoi nous avançons, vers quoi notre histoire nous amène. C'est vraiment se sentir connecté, c'est un peu le yoga, connexion au monde, à l'univers entier, c'est restaurer l'harmonie globale, c'est dimension spirituelle très forte. Et c'est justement ce niveau-là qu'on vise, qu'on essaie d'atteindre avec l'outil suivant que je voulais vous proposer. Donc, c'est la théorie U, développée par, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais aller très vite, développée par Otto Scharmer. C'est une méthode de coaching d'équipe qui vise le changement d'une organisation. Ça peut être aussi bien le changement au niveau technologique, organisationnel ou autre, se basant sur l'individu et sur le monde interne de l'individu. C'est vraiment, on touche les grandes théories holistiques, spirituelles, développées pendant les millénaires, avec cet outil qui est déjà été appliqué nombreuses fois dans l'entreprise. Donc, le processus, avec une équipe, on va co-initier le changement, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, on va échanger les idées, qu'est-ce qu'on veut vivre, quel changement on souhaite voir sur les modalités de fonctionnement, sur une nouvelle vision, sur un nouveau produit. Puis, on va co-observer. On va descendre sur cette U. On va co-observer, c'est-à-dire, ce sont des questions croisées. L'équipe va mettre à jour les angles morts, aussi bien individuels et collectifs, pour sortir du connu, pour vraiment avoir une réflexion globale. Et puis, on va encore descendre d'un cran pour sentir.
ce qu'on est vraiment dans les perceptions de soi. Chacun exprime les émotions inspirées par l'objectif. La difficulté ici est de vraiment aller au plus profond de soi-même pour ressentir des choses au niveau individuel et collectif. Et puis l'aboutissement est ce qu'on appelle pré-sensing. Pré-sensing, c'est l'abréviation de deux mots. Présence, on va être dans ici et maintenant, dans l'instant présent. Et sensing, sentir les choses. L'idée est laisser émerger les idées, laisser le futur émergent passer à travers cet échange pour se concrétiser. C'est vraiment, on est dans le, comme Charmer le disait, comme porte intérieure vers soi-même, c'est le lâcher prise de l'ego. Et si on laisse le futur émergent passer à travers cette union de groupes. Puis on va remonter, on va cristalliser les idées qui ont été nées pendant cet échange. On va parler des intuitions de chacun. Après, on va prototyper, on va tester à petite échelle des résultats auxquels l'équipe a abouti. Et on va performer, ça veut dire que le prototype qui était le plus convaincant, on va l'intégrer à grande échelle dans toute l'organisation. Il y a environ 10 000 projets qui ont déjà été accompagnés avec cette théorie U dans le monde. En France, paraît-il, c'est le cas de Decathlon. Je n'ai pas encore accompagné les équipes, donc je ne peux pas parler de mon expérience. Paraît-il que les résultats sont vraiment impressionnants. Les équipes ne fonctionnent plus du tout au même niveau. C'est vraiment le passage à un niveau supérieur pour les échanges, pour l'énergie, pour l'implication, pour la motivation. Donc, voilà, on est venu au bout de notre échange. J'ai mis pour la conclusion le second principe de thermodynamique parce que j'aime bien, il explique que tout système, surtout un système complexe, doit être géré, sinon c'est le chaos, sinon c'est le désordre. Et comment il va être géré? Ben moi, j'ai une super nouvelle. Ça se gère parfaitement bien avec des coachings. Coaching, c'est toujours on peut voir, on peut prendre le recul, on peut avoir quelqu'un qui est notre alter ego, qui a du répondant, qui va nous challenger là où on veut être challengé. Il y a plein de gens très célèbres comme Barack Obama, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Eric Schmidt, Bill Gates, qui ont eu le recours au coaching. Et les résultats sont vraiment très convaincants. Pour un leader, souvent, il s'agit juste à rectifier quelques, on peut dire même tic au niveau comportemental, pour vraiment avoir une bien meilleure adhésion de ses équipes, l'engagement bien plus grand. Ce que moi je trouve dommage, souvent les gens prennent le coaching quand un problème existe déjà, quand la maison brûle. Il est bien plus intéressant de réfléchir justement à construire son potentiel et réfléchir
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aboutir aux résultats qui sont plus intéressants pour notre avenir. Donc, moi, très souvent, j'accompagne les gens sur plein de questions, aussi bien les organisations que les personnes. Et on commence toujours justement par ce questionnaire pour voir au quel niveau vous êtes. Est-ce que vraiment la maison brûle? Déjà, par quel outil on commence? Pour déjà réduire le stress et pour être plus performant, pour développer son entreprise, pour se développer soi-même, pour avoir une vie meilleure, plus riche, plus épanouie, plus, plus intéressante, plus grande sur tous les points, sur tous les niveaux. Mais voilà, et on est à midi, je crois. Il me reste vous remercier cordialement pour votre participation et donc je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez quelques feedbacks à me donner? Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Oui, bonjour. Bonjour Alors, Marc. merci déjà et bravo pour cette présentation. Merci. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai une agréable surprise. Super. Euh, euh, Désolé, je ne peux pas mettre la vidéo parce qu'elle ne marche pas bien là. Je suis à un endroit où je ne capte pas bien. D'accord. D'accord, pas de souci. Euh, Est-ce qu'il vous arrive du coup de devoir faire là, je reviens là, à la spirale. Je connaissais hein, cette spirale. Mais est-ce qu'il vous êtes parfois en situation de faire de faire l'audit, hein, de donner à une entreprise le point auquel elle se situe dans cette spirale pour peu que ça soit attendu ou entendu par les gens que vous accompagnez? Parce que je Euh, suppose que ouais, vous ouais. commencez, vous, à faire rapidement le point là-dessus. Enfin, quand vous arrivez quelque part, vous... Pas toujours, hein. Pas Pas tout- toujours. Souvent, disons qu'ici, la situation s'y prête. Quand je fais un business coaching, je reste souvent juste sur la ZAP. ASAP, c'est ce que j'ai expliqué au milieu de ma présentation. C'est Ouais, vraiment on travaille juste sur l'entreprise. Si la situation s'y prête, j'adore la spirale dynamique parce que on est vraiment au monde du niveau et on a une visibilité beaucoup plus globale. Donc, j'essaie de le placer quand je peux. Mais d'accord. quand on est limité, genre, j'ai 5 séances d'1 heure, je peux pas me lancer dans ce genre d'outils parce que ça demande plus d'explications. Je vous félicite que vous le connaissez déjà. J'ai rencontré peu de gens qui étaient déjà initiés à l'espace dynamique, donc c'est un outil super fort, mais qui est malheureusement peu connu pour l'instant, mais qui donne vraiment, c'est la possibilité c'est comme si on était sur la feuille plate et on est en 3 dimensions, on peut Mais je trouve que la sur... manière dont vous le présentez est très appréhendable, même par quelqu'un qui, enfin, je veux dire, voilà, qui serait pas particulièrement, qui n'aurait pas déjà les connaissances ou en tout cas qui n'aurait pas eu le parcours qui conduit en fait à pouvoir l'appréhender. Bon, je trouve que Merci. ça s'adresse plus enfin, dans le cas d'une entreprise aux couches hautes, hein, enfin, c'est plus sans doute à faire avec des dirigeants qu'avec de simples managers, parce que là, c'est vraiment, on touche presque à l'ADN d'une entreprise finalement. Tout à fait. Mais il m'est arrivé justement l'expliquer aussi au manager. Et c'est là que ce que j'ai remarqué, parce que on est quand même dans l'entreprise actuelle, on est souvent au niveau de Orange. Et c'est là que j'ai remarqué, il y a beaucoup de managers c'est le défi tout de suite.
OK, OK, on est Ouais, compris, on est en orange. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Mais en fait, on ne peut pas de façon artificielle passer d'un niveau à l'autre. C'est fait, la spirale est faite juste pour. D'ailleurs, euh, Grace dit souvent que il n'y a pas d'un niveau qui est mieux que l'autre. Comment on peut pas dire que l'âge adulte ou on va dire, l'âge de sagesse ou la vieillesse proprement dit est mieux ouais. que l'enfance ou que l'adolescence? Exactement de même façon, chaque niveau est adapté à la situation que la personne est en train de vivre. On ne peut pas sortir la personne artificiellement de son Exactement, niveau. mais c'est justement, c'est pour ça que, à la limite, si on fait ça avec des gens qui sont à des niveaux intermédiaires, le côté positif, c'est que ça peut leur permettre de comprendre ce qu'ils sont eux et dans quel environnement ils se trouvent et comment s'y adapter. Et par contre, ils n'auront pas la possibilité de changer cet environnement. Donc, ça peut aussi mettre dans des situations complexes, Euh, si je puis dire. Ah oui, ben, il y a des non, mais niveaux de là, conscience qui ouais, peuvent amener à d'autres complexités. oui et non, Orange, parce que souvent, quand quelque chose est conscient, on s'adapte plus facilement. bien sûr, Quand, quand on a une vision globale des choses, euh, on peut plus facilement se dire, OK, la situation est telle, maintenant, je fais quoi? exact. Je dis pas que ça va être, par exemple, plus facile à vivre dans une entreprise, mais on peut plus facilement prendre une décision. OK, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Si je pars, quelle Exactement. entreprise je vais Ouais. chercher? Quelle entreprise me convient? Moi, à quel niveau je suis actuellement? Quelle entreprise je cherche pour m'accueillir, pour être vraiment dans mes valeurs, mais bon, il faut pas Non, de toute cacher façon, que ça c'est quelle que soit la méthode, enfin, c'est ce à quoi peut mener un accompagnement. oui, C'est tout à fait. soit j'arrive à mieux m'adapter, je me sens mieux après Oui, là où je me trouve, soit je me rends compte il bah faut que je m'en voilà, aille. tout à fait, complètement. C'est au niveau de l'entreprise ou au niveau personnel, il m'est arrivé d'accompagner les couples. Bah, ça, c'est exactement pareil comme une Ok. personne avec l'entreprise. Ouais. Soit on comprend qu'on est bien ensemble, soit on comprend qu'on est mieux séparément. Et les deux décisions sont bonnes. Les deux sont OK. Oui, tout à Oui, fait. Et j'ai une deuxième question, c'est ouais. ce que vous avez dit sur Orange, qui a fait, enfin, l'entreprise qui a fait le choix de ce nom-là, avec cette approche, c'est-à-dire en toute conscience, ils ont Oui, choisi. oui, C'est impressionnant ça, parce que oui. donc c'est assumé. Donc Euh, ça fait revisiter en fait certains faits divers qui sont liés à la tout restructuration à fait. avec un. Waouh. Avec les suicides collectifs, etc. Ouais, 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 ouais. Euh, mais disons que pour eux, c'était déjà de sortir du bleu, parce que le bleu, il est souvent encore plus rigide. Et oui, effectivement, comme vous dites, Oui, c'est mais d'assumer. Oui, si vous voulez, il y a une différence entre. Ils auraient pu aussi dire on va choisir, on va passer par l'orange comme étant une étape parce qu'on en a besoin pour se transformer, pour sortir du bleu, ok. Mais le fixer en prenant ce nom-là, pour moi, pour eux, c'est la cible. Enfin, ça les plafonne à un niveau qui est quand même pas sexy, quoi. après, ben Ou voilà, alors peut-être qu'ils c'est. rechangeront de nom plus tard, je sais pas, mais Oui, non, mais après, peut-être, si les mémoires persistent, après, ils se repositionneront peut-être en vert le jour où ils vont décider de changer leur politique interne, leurs valeurs, c'est toujours la correspondance au niveau des valeurs internes. Après, disons que ne pas se mentir, pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que très souvent, des entreprises affichent des valeurs extrinsèques qui ne sont pas du tout en rapport ah oui, avec complètement. Et des vous savez vrais. quoi, il y a une notion là d'ailleurs, le good place to work là, Mm, qui naît en toi par rapport à ça, parce que oui,
le signe extérieur de bonheur, là, enfin, c'est un petit peu compliqué, ça aussi. Oui, 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 tout à fait, complètement. Je me souviens dans une entreprise, euh, j'ai travaillé avec une ingénieure et je lui dis, ah, c'est agréable votre, c'était, je sais pas, deuxième, troisième jour que j'étais là. Et je dis, c'est agréable, tout le monde sourit, tout le monde a l'air content. Et il me regarde et il dit, mais en fait, on est obligé. Et c'est Ouais, là c'est terrible. on comprend Ouais, vraiment que, ah oui, ok. Donc, oui, ouais, mais ça peut être grave. Bah, merci beaucoup hein, mais avec plaisir. pour ces réponses aussi. Euh, bon, je vous aurai un petit message en MP après. Avec Euh, plaisir, voilà. avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Ok, merci à vous, Tatiana. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Merci beaucoup, Natacha. En fait, c'était un peu trop corporatif pour moi, peut-être. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que je travaillais dans les ressources humaines avant. Et donc, je trouvais des choses familières pour moi. Super. Et je crois qu'on peut même les appliquer dans la vie normale. Oui, oui, non, mais complètement. Les coachings, tous les outils de coaching, ça fait pour. C'est vraiment pour l'application dans la vie de tous les jours, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que concrètement on veut changer dans cette ou cette autre situation et comment on le fait, qu'est-ce qu'on choisit comme outil, comment on procède. Oui. Donc, Ok, merci beaucoup. mais merci à vous deux. Belle Je journée suis à toi. ravie de vous avoir eu comme mon public pour cette présentation et à très bientôt. Et très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.